le chapitre de l'immunologie et on commence par les microbes. Ala barakatillah. Alors, les microbes, ce sont des micro-organismes qu'on rencontre partout. Donc, comme introduction, de nombreux microbes sont en permanence en contact avec notre organisme et sont présents dans notre environnement, l'air, le sol, l'eau. Certains de ces microbes sont inoffensifs, c'est-à-dire non pathogènes, ne provoquent pas de maladie, d'accord? Et d'autres, ils provoquent des maladies plus ou moins graves. On va les qualifier par des microbes pathogènes. Alors, au cours de notre cours, on va essayer de déterminer les types des microbes et les caractéristiques, c'est-à-dire les propriétés de chaque type de ces microbes. D'accord? Alors, commençons par les types de microbes. Donc, je vous propose le document numéro 1, la page 109 de votre cahier de documents. Et je vous demande de relever à partir de ce document les types des micro-organismes, c'est-à-dire les classes des microbes. Donc, à partir du document, on va distinguer entre 4 classes, 4 types de microbes qui sont les protozoaires, les bactéries, les champignons microscopiques et les virus. Donc, ce qui est commun entre ces microbes, qui sont de taille microscopique, en détail de 0,1, de 1 mm, de micromètre. Donc, ce sont des unités de mesure qui sont très petites. Alors, ces organismes sont microscopiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, sont invisibles à l'œil nu. On doit utiliser le microscope pour les voir. Donc, de là, on va dire des microbes ou bien des organismes microscopiques, des micro-organismes. D'accord? Et on distingue entre 2 types de microbes. Les microbes pathogènes qui ont le caractère de la pathogénicité, c'est-à-dire qui peuvent provoquer des maladies. D'accord? Alors, autres sont inoffensifs, non pathogènes, ou même quelques-uns sont utiles pour l'homme. Donc, on prend l'exemple des bactéries lactiques, ce sont les bacilles lactiques. Ces bactéries, on les rencontre dans le yaourt. C'est grâce à ces bactéries qu'on peut fabriquer les dérivés du lait. Ces bactéries ont des enzymes qui font la digestion du sucre du lait et les transforment en acide lactique. Alors, l'acide lactique qui fait cailler le lait. Alors, on prend l'exemple de la levure. Alors, il y a plusieurs types de levures. Parmi ces levures, ce sont les levures, c'est le genre de Saccharomyces qui est utilisé dans la pâtisserie pour fabriquer le pain. Autres sont utilisés pour la fermentation, pour fabriquer des dérivés alcooliques, etc. L'exemple des virus, les virus sont tous pathogènes. Alors que les protozoaires, ce sont des organismes qui sont constitués d'une seule cellule, unicellulaire. Alors, on prend le fameux exemple de la paramycée que vous avez déjà étudié à la première année du collège. Alors, de là, on va dire un micro-organisme ou bien un microbe est un organisme microscopique invisible à l'œil nu. Il peut être un protozoaire, une bactérie, un champignon ou un virus. Donc, un microbe ou bien un micro-organisme peut être pathogène, c'est-à-dire il va provoquer des maladies ou non. Alors, les caractéristiques des micro-organismes, on commence par les bactéries. Donc, voilà la figure du document 2. Il présente une bactérie qui est salmonelle, qui se divise, voilà, qui est en division. Donc, à partir d'une bactérie, on va obtenir 2 bactéries.
Alors, le schéma suivant, donc, il nous montre, c'est un modèle qui nous montre la manière par laquelle ils se divisent les bactéries. Donc, à partir d'une cellule, durant 20 minutes, on obtient 2 cellules de taille égale et de point de vue structure et fonctionnement sont semblables. Alors, une autre division pendant 20 minutes, lorsque les conditions sont favorables, c'est-à-dire la présence des nutriments, surtout les nutriments et la température souhaitable et idéale pour les bactéries, selon le type. Voilà. Donc, ces bactéries se divisent par division cellulaire en une nouvelle cellule et ainsi de suite. Alors, durant 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes, donc on va assister à 3 divisions cellulaires. Chaque division, donc à partir d'une, on va obtenir 2, 2 vont donner 4 et 4 vont donner 8. Voilà, donc durant 1 heure, à partir d'une cellule, on va obtenir 8 cellules ou bien bactéries. Donc voilà, donc c'est une multiplication qui est rapide par division cellulaire ou bien par ce qu'on appelle bipartition, c'est-à-dire division en 2 parties similaires et égales. Voilà. Donc, dans les conditions favorables à leur prolifération, c'est-à-dire multiplication, surtout la température, l'humidité et les nutriments, les bactéries se multiplient par bipartition ou bien par division cellulaire. Alors maintenant, il nous demande d'analyser et d'interpréter ce graphique. Alors voilà, alors vous voyez donc le graphe, il nous présente le nombre de bactéries dans un ml. Voilà, on parle d'un nombre très important, on parle par des millions. Voilà, car ces organismes sont microscopiques. Voilà, donc quelques gouttes, il contient un nombre très important. Alors, le nombre étudié des bactéries est selon le temps. Voilà. Donc, dans un milieu de culture, c'est-à-dire un milieu qui contient les conditions nécessaires pour que ces bactéries puissent se multiplier. Voilà. Alors, donc, on peut subdiviser le graphe en 3 parties. Voilà, vous voyez, donc, voilà, donc, durant 1 heure, la première heure, donc vous voyez que le nombre de bactéries il est stable dans une valeur qui est très faible, juste quelques millions de bactéries. Alors là, donc, d'1 heure à 1 heure et demie à peu près, vous voyez donc, il y a une augmentation qui est rapide. Et il atteint son maximum, voilà, à 2 heures et demie. Alors le nombre a dépassé 1500 millions bactéries par ml. Et après, vous voyez donc, il y a, voilà, une diminution. Donc le nombre des bactéries commence à diminuer. Donc on a partagé le graphe en 3 parties. Donc c'est une partie là où il y a une stabilité du nombre de bactéries à une valeur qui est très faible. Là où il y a une accélération donc de la multiplication jusqu'au son maximum qui a présenté un nombre très élevé, plus de 1500 millions de bactéries. Et au-delà de 2 heures et demie, on note que le nombre de bactéries commence à diminuer. Alors, on doit chercher des explications, des interprétations de chaque partie du graphe. Pourquoi le nombre il est là, il est stable dans une valeur faible, pourquoi il est accéléré, pourquoi il a diminué. Voilà. Alors donc, même si le milieu il contient les nutriments, donc on note toujours que les bactéries, donc le nombre des bactéries il est toujours stable à une valeur faible. Alors, on va expliquer cet laps de temps par le temps nécessaire pour que les bactéries puissent produire les enzymes pour dégrader les éléments qui existent au niveau du milieu. C'est-à-dire, c'est une phase, ou bien c'est le temps d'adaptation des bactéries au milieu. Alors là, les bactéries, donc, elles sont présentes, les nutriments sont là, donc elles commencent à se multiplier. Alors voilà ce qui explique cette augmentation. Alors, à un certain temps, le milieu va être épuisé du nutriment. Alors, les bactéries, elles sont en concurrence.
Alors, on note l'épuisement du milieu. Donc, le nombre des bactéries, c'est normal, il va diminuer car les bactéries commencent à mourir. Voilà. Donc, après 1 heure de culture, on voit que les bactéries se multiplient très lentement. Elles s'adaptent au milieu. Alors, dans les 2 heures suivantes, cette multiplication s'accélère rapidement. Voilà, on parle de cette phase. Elle atteint le maximum. Puis, elle diminue progressivement car les conditions de vie deviennent défavorables à cause de l'épuisement des nutriments. Voilà. Alors maintenant, on va étudier une autre propriété des bactéries. En se basant sur le document 4, on va essayer de dégager cette propriété. Alors, on prend des groupes des souris. Alors, le premier groupe, on a injecté 1 cm3 de culture de bacilles tétaniques, c'est-à-dire des bactéries qui provoquent le tétanos. Alors, le terme bacille, il désigne les bactéries qui ont la forme allongée, une forme de bâtonnet. D'accord? Alors, on note l'apparition des symptômes du tétanos et la mort des souris. Voilà, de là, on va déduire que les bacilles tétaniques est mortel et virulent. D'accord? Alors, un bacille tétanique est une bactérie virulente, mortelle. Alors, le deuxième groupe, on va injecter maintenant le filtrat d'une culture de bacilles. C'est-à-dire que le filtrat ne contient pas de bacilles tétaniques. C'est-à-dire qu'on prend un milieu de culture qui est convenable, c'est-à-dire quand il y a les éléments nécessaires à la croissance et le développement des bactéries, il contient des nutriments, une température idéale, une humidité idéale. Alors, on va laisser ces bactéries de se multiplier et après, on prend juste les substances sécrétées dans le milieu. D'accord? On va les injecter à un deuxième groupe de souris et on note les mêmes résultats, l'apparition des symptômes et la mort. C'est-à-dire, alors, de là, on va dire que le filtrat, il contient des substances virulentes. C'est-à-dire des substances responsables à la mort, voilà, des souris. Le troisième groupe, donc, lorsqu'on injecte 2 cm3 d'eau distillée stérile. Alors là, on ne parle pas de bactéries et de substances sécrétées par ces bactéries. Donc, c'est l'eau distillée et stérile, c'est-à-dire qu'elle ne contient aucun germe, aucun microbe. Alors, les souris restent saines, restent en vie. C'est-à-dire, donc, comme déduction, l'eau distillée est une substance non virulente. D'accord? Alors, voilà. Donc, je vous propose une suggestion, voilà, une suggestion d'analyse avec la déduction. Alors, les souris du groupe A meurent, donc le bacille tétanique est virulent. Les souris du deuxième groupe, ils meurent, donc le filtrat contient une substance virulente. Alors, le troisième groupe des souris, elles restent en vie, donc l'eau distillée injectée ne contient pas de substance virulente. D'accord? Alors, de là, on parle de ce qu'on appelle la toxomie. Alors, la toxomie, c'est que certaines bactéries pathogènes, d'accord, elles se concentrent uniquement dans un site près du point d'entrée à l'organisme. Et elles sécrètent des toxines. Alors, lorsqu'on dit les toxines, c'est-à-dire des substances toxiques qui vont causer la maladie ou bien la mort de l'animal. D'accord? Alors, ces substances, c'est-à-dire les toxines, ils se diffusent dans tout l'organisme, provoquant donc des symptômes, même la mort. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la toxomie. Alors, si c'est une propriété des bactéries, c'est qu'elles sont capables de produire des matières, des substances toxiques. Ce sont les toxines. Alors maintenant, on va étudier les propriétés des virus en utilisant le document 3. Voilà. Donc, regardons ici, le virus, lorsqu'il entame une cellule, il injecte son génome viral, ce qui est en vert. C'est le matériel génétique, c'est les informations nécessaires à la vie du virus. Et alors, vous voyez donc, il y a la production et la synthèse de tous les éléments
qui compose ce virus. L'enveloppe qui est en rouge et le matériel génétique, le génome viral, qui est en vert. Alors la multiplication, la synthèse et la production se fait à l'intérieur de la cellule infectée. Donc voilà, et après donc il y a la formation de nouveaux virus, alors qui vont être libérés après l'éclatement de la cellule hôte. D'accord? Chacun de ces cellules, voilà, ils vont infecter une autre cellule et ainsi de suite. Voilà, donc les virus sont considérés comme des parasites intracellulaires obligatoires. Ce sont des parasites des microbes qui parasitent des cellules. Et à l'intérieur des cellules, ils se multiplient. D'accord? C'est pourquoi on dit obligatoire. C'est-à-dire que les virus ne peuvent vivre que dans d'autres cellules. Alors, la cellule doit être une cellule vivante, c'est-à-dire une cellule qui est en vie, qui a tout le matériel pour produire des protéines, de la matière organique. Voilà, c'est pourquoi ils produisent les éléments nécessaires du virus. Alors, la cellule va être considérée comme une usine, là où il y a la formation des éléments du virus. Voilà, on parle d'une cellule hôte. Et après, donc, il y a l'éclatement. Donc, la cellule hôte va être, il sera détruite, voilà, par le virus. Alors là, comme propriété des virus, c'est la multiplication rapide et la destruction de la cellule hôte, et ainsi l'évolution et le changement de la forme. Les virus, avec le temps, donc, il évolue, il va, donc il y a des changements au niveau de la structure et le fonctionnement du virus. Et c'est un pouvoir très, très important chez les virus. Alors, donc, lorsqu'on parle d'un virus qui va toucher une population, dans un pays par exemple, alors le même virus, lorsqu'il va attaquer une autre population, il peut que le virus change de forme. Et on parle d'une nouvelle lignée, c'est-à-dire un nouveau virus. Donc, même si le même virus, donc il va changer soit sa forme, soit sa manière d'attaquer, soit sa manière de détruire les cellules.